Nous avons avec nous en ligne M. Jackie Lumarc, qui est recteur de l'Université Kiskeya depuis Port-au-Prince. Bon après-midi, M. Lumarc. Bon après-midi à vous, Janelle. Merci de me donner l'occasion de vous parler. Oui, le plaisir est pour moi. Monsieur le recteur, nous sommes un jour après cet anniversaire, le 12e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Je sais que l'université dont vous êtes le recteur a participé aux commémorations. Vous avez, entre autres, mis sur pied un mémorial, mis en évidence un mémorial. Il y a aussi l'Hôtel Montana qui a fait un mémorial privé. Qu'est-ce que ça a comme signification pour le peuple haïtien, compte tenu des circonstances, compte tenu des résultats obtenus depuis le 12 janvier 2010, donc très peu de résultats? Bon, d'abord, vous avez parlé d'anniversaire. En général, lorsque vous évoquez ce mot, vous évoquez des moments de joie. Vous chantez, joyeux anniversaire, des gâteaux à couper, c'est une ambiance festive. Mais ici, ce n'est pas la même référence que ce moment évoque. C'est un moment de douleur, de grande souffrance. Et je me rends compte que 12 ans après, eh bien, il y a encore des collègues qui n'arrivent même pas à participer à cet événement, tellement la douleur reste grande, parce que quand même, cette catastrophe, elle a marqué par son ampleur, et par la disparition de personnes chères, mais aussi par ce que j'appelle la durabilité du malheur, parce que des conséquences qui ont des effets prolongés dans le temps. Et jusqu'à maintenant, savez-vous qu'il y a des gens qui sont encore dans des tentes qui n'ont pas été logés de manière satisfaisante. Donc c'est le moment de douleur, mais pourquoi nous célébrons ça? Et, bon, les Haïtiens, vous savez bien, ont un énorme respect pour les morts. C'est de la culture profonde de ce pays. Vous pouvez, quand vous allez par exemple en milieu rural, à la campagne, vous pouvez être surpris de voir l'énorme investissement qui est fait dans les caveaux de familles pour accueillir les morts et qui demande plus d'investissement que les maisons dans lesquelles les vivants résident. Pour qu'on soigne davantage de morts que de vivants, et le jour de l'enterrement, mais parce qu'on n'a pas pu consentir pour prendre soin des personnes malades, eh bien, on n'hésite pas à les faire sur un problème d'emploi important. Donc, c'est dit que le culte des morts, la relation des Haïtiens avec les morts est une relation très particulière parce que c'est une vision d'un rapport qui se passe dans l'éternité. Mm-hmm. Donc, voilà pourquoi nous sommes choqués de voir, par exemple, les conditions dans lesquelles plusieurs personnes ont été intégrées dans les fosses communes, sans identité. L'Haïtien entretient une relation avec ces morts. Voilà pourquoi, dès le premier jour, c'était au deuxième jour même du tremblement de terre, quand on a passé beaucoup de temps à sortir les cadavres des décombres, quand on a fini de faire ce travail, on a dit, bon, on va rendre hommage à ces personnes qui nous ont quittés. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire un mausolée consacré à ces disparus. Donc, depuis lors, chaque année, à la même date, au même moment de l'après-midi, nous faisons une cérémonie d'hommage pendant laquelle les familles ou les amis viennent prier avec nous. Et notamment, il y a une messe qui est toujours assurée traditionnellement par les frères de la communauté de Sainte-Croix. Parce que nous avons créé à cette occasion 4 frères, de Sainte-Croix et une sœur. Et il faut dire qu'on est très fréquenté par la communauté religieuse. Il y a des Salésiens qui sont morts chez nous, il y a des frères de Sainte-Croix qui sont morts chez nous. Donc on a gardé cette tradition de collaboration qui fait que chaque année, à la même date, donc ces frères de la communauté viennent célébrer avec nous la messe. Et puis c'est une partie, non pas festive, mais on appelle célébrer la vie. Alors vous savez, dans le mausolée, nous avons 2 belles fresques murales qui ont été réalisées par le peintre Franck Lucien. Malheureusement, il est même décédé aussi l'année dernière. Mais ces 2 fresques s'appellent Célébrer la vie. À la demande des étudiants, dès la première année de célébration, nous ont dit, recteur, vous savez,
on ne va pas pleurer. Nous sommes vivants et c'est un miracle que nous sommes vivants. Il faut rendre hommage à la vie, allons célébrer la vie. Chaque année, nous faisons cette cérémonie d'hommage, mais aussi dans une perspective de célébrer la vie, et aussi un moment de réflexion sur nous-mêmes, sur la vie et la mort, sur la condition humaine, sur la finitude de l'homme. Et c'est ça. Mais quel résultat ça donne? Bon, je ne sais pas. Est-ce que pour les familles, ça a un sens? C'est déjà quelque chose. Pour la communauté universitaire, ça a un sens. Mais pour nous, Haïtiens aussi, pourquoi ça a un sens particulier? C'est un peuple qui a une histoire remarquable. C'est un peuple qui a aussi un patrimoine remarquable, un patrimoine physique, comme vous pensez par exemple à l'ensemble des fortifications qui ont été édifiées après la colonie, pendant la colonie. Haïti est peut-être le seul pays de la Caraïbe à avoir un patrimoine matériel aussi important. Et aussi que dire du patrimoine immatériel, de la culture haïtienne, de notre folklore, de nos chants, de nos danses, etc. Donc, c'est un pays qui a appris à se détourner de son histoire, de son passé, et à négliger son patrimoine. Et bien, nous insistons pour cet hommage. C'est une façon aussi de forcer le regard des Haïtiens sur l'importance de ce patrimoine, parce que c'est aussi le lieu de convergence de tous les Haïtiens, quel que soit le statut social, l'appartenance politique ou idéologique. Voici l'espace dans lequel tout le monde se rencontre. On est tous unis. Professeur Marc, monsieur le recteur, c'était là le sens, enfin là où je voulais aller justement avec vous. On sait que l'université, c'est en principe le temple du savoir, un temple de mémoire. On sait que les Haïtiens, jusqu'à l'événement du 12 janvier 2010, en principe, ne savaient pas que Haïti était un pays construit sur une faille ou sur plusieurs failles. En quoi les démarches de l'université peuvent contribuer à faire en sorte que plus jamais les Haïtiens, enfin les Haïtiens de la nouvelle génération puissent oublier ce fait extrêmement important de manière à préserver des vies lors d'un prochain, que nous n'espérons pas, n'est-ce pas, mais ce qui peut toujours arriver à un prochain tremblement de terre. Bon, d'abord, je crois qu'il faut avoir recours à la science. Nous avons fait une erreur au début dans la construction de ce campus. Les bâtiments n'étaient pas aux normes parasismiques. Peut-être qu'on a négligé nos professeurs, nos ingénieurs, nos architectes connaissent les règles du jeu, mais on a mis peut-être à les négliger pour des raisons de co-efficacité, parce que les dégâts ont remonté à plus de siècle. Donc on pensait que c'était oublié. On a été négligents et on a payé très cher. Aucun bâtiment du nouveau campus construit en 2009 n'a résisté au séisme. Mais on a appris aussi de nos erreurs, et je dois dire qu'on a été la première université de ce pays à demander et à avoir inclus dans nos programmes des cours de génie parasismique et aussi avoir fait une diffusion massive de formation en technique de construction parasismique, non seulement pour les ingénieurs, mais aussi pour toutes les catégories de travailleurs, les maçons, les contremaîtres, etc. On a fait des programmes à la télévision, on a fait des programmes sur les lieux de travail. Donc on a fait une intervention massive et on a vraiment formé des générations d'ingénieurs qui sont au courant. Et l'Université d'État d'Haïti aussi a fait des pour eux et possède maintenant des laboratoires de recherche avec des centres spécialisés sur le génie parasismique. Donc il faut connaître, il faut mesurer, il faut prendre des dispositions pour construire selon des normes adéquates. C'est la partie qui nous incombe à nous, universitaires, nous cherchons. Et l'autre partie qui relève de l'État, c'est à l'État de faire respecter les normes de construction. Or, à l'évidence, on se rend compte que 12 ans après, on n'a pas l'impression que l'État a appris, parce que l'État continue de délivrer des permis de construire ou de se construire dans les formels des résidences qui sont loin d'être aux normes parasismiques. Et pourtant, les normes sont là, elles ont été élaborées avec des experts, des scientifiques de haut niveau, y compris d'Haïti et de l'étranger. Mais c'est un décor, c'est comme un emblème. Elles ne sont pas des outils vraiment de gestion et de gouvernance publique.
Et dans ce sens-là, je crois que, comme beaucoup d'Haïtiens, nous craignons beaucoup que l'événement de cette envergure survienne avec des dégâts encore plus importants. Si Port-au-Prince aujourd'hui devait être le siège d'un tremblement de terre de la même magnitude, les dégâts seraient davantage plus importants que ceux qu'on a connus en 2000. Et c'est pas de Port-au-Prince comme le cas, l'Haïtien qui est suivi du fascisme possible, et les gens prient pour que rien n'arrive au cas. Et on se rappelle qu'en 1842 ou 70, je crois, la ville a été détruite entièrement et 50% de la population du Cap avait disparu dans le tremblement de terre. Et nous sommes encore dans le même ordre, dans le même registre de vulnérabilité par rapport au temps qui s'est écoulé. Monsieur le recteur, est-ce qu'il y a en fait un travail qui a été fait à l'effet de prendre des résolutions pour faire en sorte que nous soyons en meilleure posture advenant un tremblement de terre de cette magnitude dans Port-au-Prince de tous les dangers, dans Port-au-Prince surpeuplé. Est-ce que ce travail-là a été initié depuis par des gens qui réfléchissent, le secteur universitaire, entre autres, monsieur le recteur? Alors, je pense qu'il y a un décalage entre ce que font les chercheurs universitaires et les pouvoirs publics. Et comme je vous l'ai expliqué, la fac des sciences de l'Université d'État d'Haïti a mis en place un laboratoire de recherche et avec l'aide de plusieurs partenaires internationaux de haut niveau. Et pendant le tremblement de terre du 14 août 2021, l'année dernière, ils avaient déjà installé de nombreuses petites stations sismiques et qui ont permis de connaître très rapidement et de mesurer rapidement la magnitude. Et donc, on est bien outillé aujourd'hui pour mieux comprendre cet événement et on est mieux armé sur le plan scientifique, mais je ne peux pas dire autant sur le plan de la gouvernance institutionnelle. Je me disais tout à l'heure, par exemple, que le ministère des TP avait mis en place des normes, un code de construction, et une façon d'élaborer, il est devenu comme un emblème. Il décore les étagères des ministères. Ce n'est pas un instrument de gouvernance. Ce n'est pas ce qui est utilisé lorsque quelqu'un construit une résidence personnelle ou encore plus grave, un espace public comme une école, un centre hospitalier ou un théâtre. Et donc, la gouvernance publique est en retard par rapport au travail des scientifiques et je crois qu'elle est encore aussi vulnérable, sinon plus qu'avant. Alors, monsieur le recteur, une question pour moi très importante, c'est de savoir tout le travail qui est fait au moment où on se parle, le travail universitaire, c'est une chose, mais la compréhension, la réceptivité de la population avec toutes les difficultés qui forment le lot de la population au quotidien, la réceptivité à comprendre ces phénomènes extrêmement lourds, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on qu'on fait face à un peuple qui est de plus en plus évangélisé et qui croit que ces malheurs-là nous arrivent justement à cause de la colère de Dieu, la colère des dieux, je ne sais quoi. Comment l'université peut arriver effectivement à faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ces choses-là arrivent et comment se protéger de ces difficultés-là? Bon, il y a le travail de formation que nous pouvons faire, le travail d'éducation, et je dois dire que même dans les pays les plus développés, et se rendre prêt pour faire face, n'est-ce pas, au risque sismique, c'est quelque chose qui est coûteux et qui prend du temps. Donc il faut mettre en place tous les systèmes d'intervention en cas de désastre pour aider les populations à sortir de là, à ne pas être victimes, et pour les prendre en charge après le désastre.
mais aussi en amont, et pour mettre en place le système de normes, mais aussi la capacité de faire appliquer ces normes. Okay? Donc, des pays plus développés que nous ont mis plus de 20-30 ans à créer des dispositifs appropriés pour faire face de manière responsable à ça. Et ça prend du temps. Et dans le cas d'Haïti, il y a peut-être deux éléments majeurs qui compromettent la situation. D'abord, c'est la précarité de la population. Et les gens qui sont désemparés, sans ressources, je vous disais tout à l'heure, on trouve encore des familles qui sont sous les tentes, mais plus grave, il y a des familles qui sont encore dans des maisons qui ont été fissurées. Dans le sud du pays, où on vient d'avoir lieu, il y a des maisons qui ont dû être abattues, qui ont dû être détruites, parce que le niveau de dommages rend le risque plus élevé pour les résidents. Et bien, les gens sont retournés dans les régions. Ils ont rafistolé, et les murs, mais sans toucher aux structures des bâtiments, et ils sont encore plus en danger qu'avant. Donc la précarité est un élément important parce que les familles, les habitants n'ont pas les ressources suffisantes pour eux-mêmes répondre aux besoins de logement adéquats qui répondent aux normes sismiques. Vous avez vu qu'on a ici, il n'y a pas seulement le risque sismique à gérer, il y a le risque sismique, mais aussi il y a le risque annuel, et c'est le ouragan. Donc il faut construire pour être prêt à faire face aux ouragans et pour être faire face aux risques des citoyens. Et ça augmente les coûts des constructions et les familles n'ont pas d'aide de soutien de subvention de l'État pour aborder ces problèmes. La précarité est un élément important. Et le deuxième élément important, c'est ce que j'appelle la gouvernance irresponsable de ce pays, parce que même lorsqu'un citoyen adopte des comportements qui risquent sa vie personnelle ou la vie de sa communauté, mais c'est à l'État d'intervenir pour prendre, même dans ces cas, des mesures coercitives, pour protéger la personne malgré elle. C'est dans ce sens que je dis qu'il y a une gouvernance irresponsable, parce que tous ces éléments-là, de risque majeur qui accroissent la vulnérabilité de la population, les dirigeants sont au courant. C'est visuel, on ne peut pas se cacher et le foquer pour ça. Donc, et nous sommes face à ce coup de gamme de précarité d'une population déjà désarmée, désemparée sans recours, et d'une gouvernance des pays absolument irresponsable. Et ça, c'est sans parler, monsieur le recteur, de ces gens qui sont prêts à exploiter la crédulité de la population, à savoir que ces malheurs nous arrivent parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, entre guillemets, etc., et que bon, ces malheurs nous sont nécessairement envoyés par Dieu. Là. Bon, effectivement, vous savez que la pauvreté est un champ fertile pour les religions. Et ce n'est pas sans raison qu'avec les leçons d'histoire, nous avons appris à séparer l'État de la religion. Et dans le cas d'Haïti, même avec cette séparation, eh bien, le fait religieux prend une dimension extraordinaire. Et la population est carrément entre les mains de cette catégorie de professionnels de la relation avec l'euro, et qui fait qu'on vous vend des promesses de bonheur qu'on n'avait pas sur terre. Donc ça, c'est encore le travail de l'État, ça demande des encadrements aussi. Moi, je connais je ne suis pas le chien, la Turquie, et dans la stupeur de nombreux groupes religieux, des milliers de personnes dans des conditions dangereuses aussi pour leur santé, pour leur salubrité, même en cas de Covid, mais aussi soutenir de l'argent aux fidèles. Ils sont obligés de cotiser parce que leur promet un miracle dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est un drame. C'est encore, je peux évoquer la même combinaison de précarité et de déficit de responsabilité de la gouvernance. Monsieur le recteur, dernière question pour terminer cette entrevue. Nous avons
des dirigeants qui sont irresponsables. Nous avons des gens qui exploitent la crédulité de la population et nous sommes un pays situé sur des failles multiples. Les rendez-vous avec des tremblements de terre n'attendent les uns par les autres. Est-ce qu'on peut dire que Haïti est foutu? Oh, non, messieurs, nous ne sommes pas foutus parce que nous sommes là. Et c'est pour ça que j'ai dit, et nous-mêmes, ces événements-là sont une occasion de réfléchir, c'est vrai, sur la condition humaine, sur la vulnérabilité de l'homme, sur notre finitude. Nous ne sommes pas là pour l'éternité et on a beau faire des efforts et pour accumuler tout sortes de biens, toutes sortes de ressources matérielles, etc. Mais quand c'est la question du départ, nous partons avec quel bagage? Nous partons sans bagage. Et donc c'est là que pour voir qu'il y a une sorte de limitation dans toutes ces conditions, toutes ces arrogances, toutes ces accumulations qui habitent notre quotidien, parfois même au détriment de l'amitié, au détriment de la solidarité, au détriment de l'intérêt général, mais tous ces bagages-là seront inutiles le moment du départ. Qu'allons-nous laisser derrière nous? C'est une question centrale pour nous humains, mais aussi pour les Haïtiens. Il y a la condition humaine, mais aussi la condition haïtienne. Que s'appelle la condition haïtienne? Bon, c'est un pays, chaque fois qu'on entend parler de nous, c'est pour entendre le même discours. On commence par nous dire, c'est le pays le plus pauvre de la terre. On vous dit c'est le pays le plus corrompu. On vous dit aussi que c'est le pays le plus mal géré, on parle d'État failli. J'ai même entendu qu'on est le pays le plus sale, la manière de gérer notre environnement. Il n'y a aucun qualificatif négatif qui manque. On entend toujours aussi le pays le plus ceci, le pays le plus cela. Et pourtant, savez-vous une chose, monsieur, ce pays qui est décrit dans les médias internationaux, dans les discours même des dirigeants internationaux, ce n'est pas Haïti. Ce n'est pas de ce pays-là dont on parle. Haïti est le pays qui a donné à l'humanité un message nouveau, un message fondateur. Nous sommes le pays des vrais droits de l'homme. Nous sommes le pays qui a mis fin à l'esclavage comme mode dominant de création de richesse dans le monde moderne occidental. L'esclavage et le colonialisme, c'était les règles du jeu pour faire de l'argent, créer la richesse des grandes nations. Haïti a mis fin à ça. Sinon, alors, je choque souvent des gens avec le temps, l'intérêt Haïti et sa manière d'entrer dans le monde, Obama n'aurait pas été à la Maison Blanche. Obama aurait été dans une plantation de coton, comme esclave, en train de cueillir le coton avec sa femme et ses enfants. Donc Haïti a parlé la voix à une humanité nouvelle, dans laquelle vraiment tous les hommes sont des hommes. Alors, un pays qui a créé des conditions pour un tel message dans l'histoire universelle ne peut pas finir comme ça. Haïti, ce n'est pas rien. C'est un pays avec l'histoire. Ce passé-là conditionne ce que nous sommes appelés à être dans le pixel qui est un flash de lumière pour l'humanité. Donc, quand il y a en place tous ces hommes, tous ces paysans, excusez-moi, mais qui continuent de se battre, construire un lendemain meilleur pour leur famille, donc il ne peut y avoir que de l'espoir. Et c'est un pays qui a un rendez-vous avec l'humanité. Nous avons créé un nouvel ordre mondial contre des puissances les plus importantes de la planète. Ce n'est pas rien, monsieur. Et voilà pourquoi je dis, l'histoire d'Haïti n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée avec ces définitions qu'on donne de nous, de pays de plus ceci, de pays de plus cela. Nous sommes encore en pleine bataille, nous sommes encore en plein combat. Le film n'est pas terminé, nous attendons la suite. Jackie Lumarque, recteur de l'université STA, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et tous les efforts qu'on a fait pour finalement avoir cette entrevue valaient la peine. Merci encore une fois, Monsieur Lumarque. À votre service, monsieur. Au revoir. Au revoir. Il vous reste 95.